il s'est agi pour la description de tous ces cas, pour moi, de vous décrire les mécanismes des symptômes observés, de vous les rendre le plus digeste possible. Et maintenant, venons-en aux problématiques pédagogiques, parce que c'est l'effet psychoaffectif de l'enseignement en situation de confinement qui importe, et non pas du confinement lui-même. Chaque membre de la communauté scolaire, qu'il soit directeur, voire même inspecteur, qu'il soit conseiller principal d'éducation, qu'il soit enseignant chez les tout-petits, enseignant chez les grands, qu'ils soient parents, qu'ils soient élèves, toute la communauté scolaire est concernée par l'existence de tous ces changements. Mais ce qui fait que la littérature scientifique n'a pas pu nous aider, c'est que les exemples que nous avions en psychologie, en sociologie, en philosophie, étaient sur des exemples de quarantaine sur un échantillon. Mais là, c'est généralisé. Et ces changements, ils existent au niveau du moi, au niveau de l'individu, au niveau de la personnalité, selon votre façon d'aborder la psychologie, mais du moi de tout le monde. Chaque moi est concerné. Donc, mon moi est changé, le fameux statut tout à l'heure tel que je le disais, dans une ambiance où le moi des autres est aussi changé. Donc, il y a le moi et le autrui qui changent, changement au niveau des autres, changement du cadre physique. Alors, le cadre physique de l'enseignement, il n'y a plus le trajet pour se rendre dans le cadre scolaire, il n'y a plus cette enceinte qui s'appelle la salle de classe, avec un mobilier de salle de classe, avec des bureaux, avec le rituel du cartable. Donc, un changement aussi au niveau des rythmes, au niveau des outils d'accès au savoir scolaire. Il y a peut-être, sauf si ça fait partie des objectifs pédagogiques, moins d'écriture au stylo, plus de numérique. Enfin, je devrais dire plus de digital. Des conditions de prise de notes qui sont changées. Pour l'enseignant, une distribution de ces prises de notes qui sont changeantes, et nous n'avons pas évoqué aujourd'hui les élèves à besoins particuliers, et ça pourrait faire l'objet d'un webinaire spécifique. Mais la diversité des élèves, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de tout enseignant, et gérer ces inégalités qui sont finalement exacerbées dans ce contexte où conditions d'hébergement, conditions d'accès au numérique chez les parents, chez l'élève lui-même sont différentes. Voilà cette addition de travail, comme je le disais pour simplifier tout à l'heure. Bon, les modalités des évaluations, les critères de notation, forcément nécessitent des adaptations que les autorités éducatives n'ont pas pu fixer inévitablement de façon uniforme. Tout ça dans une ambiance où l'actualité est anxiogène, où elle peut l'être et où elle peut ne pas l'être. Alors, moi, j'ai proposé une approche pragmatique que je vous demande pardon si vous l'avez ressenti alarmiste ou catastrophiste, mais le concept de résilience, ces concepts-là très, très optimistes, ils existent. La notion d'enfant pissenlit également, faisant référence au fait que le pissenlit est un végétal qui, plus il est exposé à des situations rudes, mieux il va se développer. Eh bien, c'est une expérience qu'en tant que papa, en tant que médecin, en tant que orthophoniste, psychologue, enseignant, on évite de tenter. Les exigences d'adaptation, elles sont pour certains vectrices de motivation dans le sens de excitement en anglais, de défi. Certains le vivent bien, mais quand on est dans une phase où le vieillissement professionnel, tel que le premier cas, celui de M. Albert, s'exprime de cette façon, les exigences d'adaptation, elles atteignent sévèrement, de façon même fatidique, l'estime de soi, la motivation, le sens de la mission. C'est un risque connu en médecine du travail, mais même les services de médecine au travail ne sont pas encore à la page. Ils le sont en télétravail, ils le sont en gestion des professionnels à l'étranger, ils le sont en gestion des professionnels de l'éducation, mais ils ne sont pas en situation de quarantaine. Les apports de l'enseignement à distance, notamment ceux du CNED, nécessitent d'habitude une formation qui ne se fait pas dans l'urgence en situation de crise. Et c'est également le cas pour les parents, pour la partie télétravail. Eux-mêmes sont confrontés à ces nouveautés. Et la réorganisation familiale, elle impacte l'enfant, elle impacte l'enseignant, elle impacte le parent, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la relation parent-enfant, au niveau de la relation enfant-institution, au niveau de la relation parent-institution, à tous les niveaux, qui sont pronostics
dans la réussite scolaire, dans l'épanouissement enfantin, dans l'épanouissement en tant qu'élève, mais aussi en tant que professionnel de l'éducation, du soin et en tant que parent. Voilà, j'espère avoir été suffisamment concis, suffisamment clair et avoir utilisé le moins de termes du jargon médical possible. Merci beaucoup, Franck. Je voudrais juste faire un petit lien, une petite transition entre ce que tu nous as exposé, ton point de vue médical et l'expérience du médecin qui est la tienne. Et puis nous, la plupart d'entre nous ici, on est des enseignants. En fait, je ne sais pas si vous partagerez ma réflexion, mais je crois que là, dans cette crise sanitaire à laquelle on est confronté, j'ai envie de dire que le bien-être devient un devoir moral. Par rapport à ce que tu disais sur le complexe du pissenlit, hein, si on souffre, on va devenir plus fort. On connaît bien ça dans le sport, mais ce n'est pas toujours vrai. Des fois, on se blesse. Et pourquoi je veux dire que le bien-être devient un devoir moral? Simplement parce que tu l'as rappelé peut-être un peu rapidement, alors je veux le redire, c'est que la médecine sait aujourd'hui, a démontré, en tout cas la médecine expérimentale, que du bien-être psychologique, le bien-être psychologique a des implications sur notre système immunitaire. Et donc, si je me sens bien, j'ai plus de chances de mieux résister à ce virus. Ça veut dire que nous tous, vous tous en tant qu'enseignants, moi avec vous, nous tous, finalement, si on aide nos apprenants, adultes ou enfants, à se sentir mieux dans leur tête et mieux dans leur peau, on aidera la population humaine, nos frères humains, à résister mieux à ce Covid. C'est pour ça que ce n'est pas anodin quand je vous dis que le bien-être est un devoir moral et que nous tous, enseignants, on est aussi impliqués dans cette lutte sanitaire. Voilà. Et un deuxième point que je voudrais souligner, parce que je ne veux pas prendre trop de temps de parole, c'est que dans le fond, tous les cas de détresse qui ont été exposés par Virginie, que ce soit du côté des enseignants, des parents, des apprenants, adolescents ou enfants, dans le fond, on voit bien, je crois, qu'il y a tout ça, ça vient d'une confusion entre l'exigence laborieuse de notre société économique, de notre société travaillante, et puis le besoin relationnel constitutif de nous tous, les êtres humains, qu'on est d'abord des animaux sociaux, quel que soit le niveau de développement de la société. Et je veux juste mentionner pour ça un cas dont j'ai eu écho là tout récemment, une enseignante qui avait fait un groupe WhatsApp avec ses élèves, avec des préadolescents, qui en était très heureux. Et cette enseignante qui s'est fait retoquer par son institution, moi je peux parler, je ne suis pas dans l'éducation nationale, alors je suis libre de mes propos, on lui a dit vous n'avez pas à faire ça, d'abord parce que ce système-là n'est pas approuvé par votre hiérarchie, et puis on mettra à votre disposition des moyens techniques adaptés, mais pour l'instant vous devez vous en tenir à la communication avec des moyens validés par le ministère, à savoir les emails. Cette enseignante, elle a envoyé un message d'excuse aux parents et aux enfants pour leur dire qu'elle n'avait plus le droit de le faire. Et là, il y a eu une réaction unanime des parents des élèves avec lesquels elle travaillait et d'un certain nombre d'enfants eux-mêmes qui ont dit on est vraiment très triste, c'est dommage. Et en gros, je vous simplifie, elle a dit nous, on s'en fout de vos directives du ministère, on aime bien ce groupe, on vous remercie de l'avoir fait et s'il vous plaît, continuez. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que face à des… Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui prône la résistance civique, hein. Je suis un bon républicain et partisan de la paix sociale et de l'harmonie sociale, mais toutefois, c'est vrai qu'on est aujourd'hui confronté à des situations morales où faire des choix entre un mal et un mal ou entre un bien et un bien, c'est ça le vrai choix moral. Et là, en l'occurrence, c'en est un. Virginie, tu nous as mis dans la cytographie, là ce matin, je voyais les propos d'un psychiatre qui disait aussi, d'un pédopsychiatre, pardon, qui disait, un Suisse, qui disait halte là, les profs, vous donnez trop de travail, laissez les enfants être heureux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire en transition.